Vous êtes-vous déjà demandé jusqu'où quelqu'un que vous aimez serait capable d'aller pour vous détruire? J'ai découvert de la pire façon possible. Je m'appelle Margot Simon, j'ai 59 ans, et jusqu'à il y a 3 mois, je croyais avoir une famille parfaite dans notre petite ville d'Aix-en-Provence, dans le sud de la France. C'était un matin froid de mars quand tout s'est écroulé. Le vent du Mistral soufflait fort à travers les fenêtres de notre maison centenaire, celle que ma grand-mère m'avait léguée. Les volets en bois claquaient rythmiquement contre les murs de pierre, créant cette mélodie familière qui m'avait toujours apaisé. Mais ce matin-là, même ce son réconfortant ne pouvait pas calmer l'inquiétude étrange qui grandissait dans mon cœur. Je préparais le café dans la cuisine, mes mains expertes versant l'eau bouillante dans la cafetière en émail bleu que maman m'avait offerte pour mon mariage. L'arôme riche du café français emplissait l'air, se mélangeant aux odeurs de lavande qui entraient par la fenêtre ouverte. C'était notre rituel matinal depuis 25 ans, Henri et moi, partageant ce moment paisible avant que le monde extérieur ne réclame notre attention. Quand Henri est entré dans la cuisine, j'ai immédiatement su que quelque chose clochait. Il portait sa chemise bleue préférée, celle que je lui avais repassée la veille avec tant de soin, mais son visage était tendu, presque méconnaissable. Ses yeux bleus, qui m'avaient toujours tranquillisé comme un ciel d'été provençal, semblaient distants, presque cruels. Ses cheveux grisonnants étaient ébouriffés, comme s'il avait passé une nuit agitée. « Margot, nous devons parler », dit-il en évitant mon regard, se servant du café d'une main tremblante. Je remarquai qu'il avait oublié d'ajouter le sucre qu'il prenait toujours, 2 morceaux, jamais plus, jamais moins. Ses mains tremblaient légèrement, un signe que je connaissais bien après tant d'années de mariage. Henri devenait toujours nerveux quand il était sur le point de me dire quelque chose d'important. « Bien sûr, mon chéri. »« Qu'est-ce qui s'est passé ?» demandai-je, séchant mes mains sur le tablier brodé que maman avait confectionné des décennies auparavant. Les petites fleurs de lavande cousues à la main me rappelaient toujours son sourire doux et sa patience infinie. À ce moment-là, je ne savais pas encore que j'étais sur le point d'entendre les mots qui changeraient ma vie à jamais. Henri s'assit à la table de bois rustique où nous avions partagé des milliers de repas, où nous avions ri, pleuré, pris des décisions importantes et planifié notre avenir ensemble. Cette même table où nous avions signé les papiers d'achat de sa première voiture, où nous avions célébré ses promotions au travail, où nous avions consolé l'un l'autre lors de la mort de nos parents respectifs. J'ai reçu un appel de l'avocat de la famille ce matin. « À propos de l'héritage de ton père », dit-il en fixant sa tasse de café comme si elle contenait les réponses à tous les mystères de l'univers. Mon cœur s'emballa. Papa était décédé 6 mois auparavant, emporté par un cancer qu'il avait consumé en quelques semaines seulement. Sa mort avait été un choc terrible pour toute la famille, mais particulièrement pour moi, sa fille aînée, celle qu'il appelait affectueusement « ma petite étoile ». Il avait laissé derrière lui une fortune considérable en propriété et investissement, fruit d'une vie de travail acharné dans l'immobilier. Comme fille aînée, je devais naturellement être la principale bénéficiaire, ainsi que cela s'était passé avec l'héritage de ma grand-mère des années auparavant. Et alors ? Pouvons-nous déjà déposer les documents ? demandai-je en m'asseyant à côté de lui, posant ma main sur la sienne dans un geste de réconfort habituel. Sa peau était plus froide que d'habitude, et je remarquai qu'il portait encore son alliance, ce qui me rassura momentanément. Henri détourna à nouveau le regard, fixant maintenant la fenêtre où les branches du platane centenaire dansaient dans le vent. « Ce n'est pas si simple, Margot. Il semble qu'il y ait une contestation. » « Une contestation ? Mais de qui ? » Mon esprit commençait à s'emballer. Qui pourrait contester l'héritage de papa ? Nous n'avions pas d'autres parents proches, part de Céleste. Le nom de ma sœur cadette résonna dans la cuisine comme un coup de tonnerre. Céleste, ma petite sœur de 55 ans, celle que j'avais toujours protégée, aidée, soutenue dans tous ses projets et toutes ses épreuves. Céleste, qui venait prendre le café chez nous presque tous les après-midi, qui m'appelait sa « grande sœur chérie », qui me demandait toujours conseil pour tout, depuis le choix de ses vêtements jusqu'aux décisions importantes de sa vie. Céleste, répétai-je, incrédule. Mais pourquoi Céleste contesterait-elle l'héritage ?
Papa avait toujours été clair sur ses intentions. La maison et la majeure partie des biens devaient me revenir en tant qu'aîné, et elle recevrait une somme d'argent substantielle. C'était équitable. Henri se passa la main dans les cheveux, un geste qu'il faisait toujours quand il était particulièrement stressé. Apparemment, elle estime que la répartition n'est pas juste. Elle pense qu'en tant que fille également, elle devrait recevoir une part égale de tout. Je sentis une boule se former dans mon estomac. Ce n'était pas possible. Céleste et moi avions toujours été proches. Certes, papa m'avait peut-être favorisée au fil des ans, j'étais celle qui s'occupait de lui quand il était malade, celle qui gérait ses affaires quand il n'en était plus capable, celle qui avait sacrifié du temps avec Henri pour être à ses côtés durant ces derniers mois. Mais Céleste n'avait jamais montré de jalousie ou de ressentiment. Au contraire, elle m'avait souvent remercié de porter ce fardeau à sa place. Henri, il doit y avoir une erreur. Céleste n'est pas comme ça. Elle ne ferait jamais quelque chose de tel sans m'en parler d'abord. Nous nous disons tout. Mon mari me regarda alors avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Il y avait de la pitié dans ses yeux, mais aussi quelque chose d'autre que je ne parvenais pas à identifier. Une sorte de culpabilité, peut-être. « Margot, ma chérie », dit-il en prenant ma main, mais son toucher semblait différent, moins chaleureux qu'à l'accoutumée. Parfois, les gens changent quand il s'agit d'argent. Même ceux qu'on croit bien connaître. Non, insistai-je, secouant la tête avec véhémence. Pas Céleste. Il doit y avoir une explication. Peut-être qu'elle a été mal conseillée, ou qu'elle ne comprend pas bien la situation légale. Je vais l'appeler et nous allons éclaircir tout ça. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée pour le moment, Henri dit rapidement, trop rapidement. L'avocat a conseillé de laisser les choses se faire par les voies légales appropriées. Toute communication directe pourrait compliquer les choses. Quelque chose dans son empressement à m'empêcher de contacter ma sœur éveilla mes soupçons. Henri n'avait jamais été du genre à éviter les confrontations directes. Au contraire, il encourageait toujours la communication ouverte et honnête. Pourquoi était-il si pressé de passer par les avocats cette fois? Henri, depuis quand connais-tu cette histoire de contestation? Demandai-je lentement. Il y eut une pause trop longue, avant qu'il ne réponde. L'avocat m'a appelé ce matin, comme je te l'ai dit. Ce matin seulement? Oui, ce matin seulement. Mais quelque chose dans sa voix, dans la façon dont il évitait mon regard, me disait qu'il mentait. Mon mari, l'homme en qui j'avais confiance aveuglément pendant 25 ans, était en train de me mentir au sujet de ma propre famille. Je vais appeler Monsieur Dubois moi-même, déclarai-je en me levant. Je veux entendre directement de lui ce qui se passe. Margot, non. Henri se leva brusquement, renversant presque sa tasse de café. Je veux dire, il est préférable de laisser les professionnels s'en occuper. Tu es encore en deuil, ma chérie. Tu n'as pas besoin de ce stress supplémentaire. Encore en deuil? Oui, je pleurais encore papa. Oui, son absence me pesait chaque jour. Mais j'étais parfaitement capable de gérer les affaires familiales. Henri le savait mieux que quiconque, j'avais été celle qui s'était occupée de tous les arrangements funéraires, de tous les papiers administratifs après la mort de papa. Pourquoi soudain me traitait-il comme si j'étais trop fragile pour comprendre ma propre situation? Henri, dis-je en le regardant droit dans les yeux, qu'est-ce que tu ne me dis pas? Il cligna des yeux plusieurs fois, un autre signe de nervosité que je connaissais bien. Je ne te cache rien, Margot. Je veux seulement te protéger de toute cette complication légale. Mais je ne le croyais plus. Pour la première fois en 25 ans de mariage, je ne croyais pas mon mari. Et cette réalisation me terrifiait plus que toute contestation d'héritage. Le reste de la matinée passa dans un brouillard étrange. Henri partit travailler après m'avoir embrassé sur le front comme toujours, mais même ce geste familier me sembla forcé, théâtral. Je restai dans la cuisine, fixant ma tasse de café refroidi, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Céleste qui contestait l'héritage? C'était impensable. Nous avions grandi ensemble dans cette même maison,
partageant secrets et rêves. Elle était ma confidente, ma complice, ma meilleure amie autant que ma sœur. Nous nous parlions tous les jours, nous nous voyions plusieurs fois par semaine. Comment avait-elle pu prendre une décision si importante sans m'en parler? Et Henri? Pourquoi était-il si pressé de m'empêcher de contacter directement les personnes concernées? Pourquoi me traitait-il soudain comme une enfant incapable de gérer ses propres affaires? Vers 11 heures, incapable de supporter plus longtemps cette incertitude, je décidai de faire quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant, espionner mon propre mari. Je trouvai son carnet d'adresses et appelai son bureau. « Bonjour, je suis Madame Simon », dis-je à sa secrétaire. « Pourriez-vous me dire si mon mari a reçu des appels de l'avocat de la famille ce matin ?»« Bonjour Madame Simon. »« Non, Monsieur Henri n'a reçu aucun appel ce matin. En fait, il a passé un appel vers 9 heures, mais je ne sais pas à qui. » Mon sang se glaça. Henri avait menti. Il n'avait pas reçu d'appel de l'avocat ce matin, il en avait passé un. À qui? Et pourquoi m'avait-il menti? Je passai le reste de la journée dans un état d'agitation croissante. Chaque bruit me faisait sursauter, chaque voiture qui passait dans la rue me faisait me demander si c'était Henri qui rentrait, ou Céleste qui venait pour sa visite habituelle de l'après-midi. Mais Céleste ne vint pas cet après-midi-là. Pour la première fois depuis des mois, ma sœur ne passa pas me voir. Et cette absence, après la conversation du matin, me confirma que quelque chose de grave était en train de se passer. À 17 heures, je pris une décision. J'allais chez Céleste. Sa maison, héritée de notre mère, était située à 10 minutes de marche de la mienne, dans le même quartier historique d'Aix-en-Provence. C'était une jolie maison provençale avec des volets bleus et une cour remplie de lavande. Combien de fois avais-je emprunté ce chemin, le cœur léger, pour passer un moment agréable avec ma sœur? Mais aujourd'hui, chaque pas me semblait lourd, chargé d'appréhension. J'arrivai devant chez elle juste au moment où une voiture familière se garait dans l'allée. Le cœur me manqua. C'était la voiture d'Henri. Que faisait la voiture de mon mari devant la maison de ma sœur à 17 heures un mardi, alors qu'il était censé être au bureau? Je me cachai derrière le gros olivier qui ornait l'entrée de la propriété voisine et j'attendis. Quelques minutes plus tard, la porte de Céleste s'ouvrit, et Henri sortit. Mais il ne sortit pas seul. Céleste l'accompagnait, et il ne se comportait pas comme un beau-frère et une belle-sœur qui viennent de discuter d'affaires familiales. Ils se tenaient près l'un de l'autre, Henri avait sa main posée sur l'épaule de Céleste d'une manière qui me parut beaucoup trop intime. Et quand ils se séparèrent, ce fut après un baiser sur les lèvres qui dura bien plus longtemps qu'un baiser familial. Mon monde s'écroula à cet instant précis. Mon mari embrassait ma sœur. Mon mari et ma sœur avaient une liaison. Tout prit sens soudainement, les mensonges d'Henri ce matin, l'absence de Céleste cet après-midi, la contestation de l'héritage. Ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était une conspiration, une trahison orchestrée par les deux personnes en qui j'avais le plus confiance au monde. Je restai caché derrière l'olivier longtemps après que Henri soit parti et que Céleste soit rentrée chez elle. Les larmes coulaient sur mes joues, mais je ne sanglotais pas. J'étais dans un état de choc trop profond pour pleurer bruyamment. 25 ans de mariage. 54 ans de relation fraternelle. Tout cela détruit en un instant, par un baiser que je n'étais pas censé voir. Quand je rentrai finalement chez moi, Henri était déjà là, préparant le dîner comme si de rien n'était. Il me salua avec son sourire habituel, me demanda comment s'était passée ma journée, me raconta des anecdotes de son travail. Tout semblait normal, sauf que rien ne l'était plus. Comment pouvait-il me regarder dans les yeux et faire semblant? Comment pouvait-il préparer notre repas, parler de la météo, me demander si j'avais pensé à arroser les géraniums, alors qu'il venait de passer l'après-midi avec ma sœur? Et Céleste? Comment ma propre sœur pouvait-elle me faire ça? Nous avions partagé tant de choses, tant de secrets, tant de moments précieux. Comment avait-elle pu me trahir de la façon la plus cruelle qui soit? Cette nuit-là, allongé à côté d'Henri qui dormait paisiblement, ou faisait semblant de dormir, je pris une décision.
Je ne pouvais pas continuer à vivre dans ce mensonge. Je devais savoir exactement ce qui se passait, jusqu'où allait leur trahison, et ce qu'ils prévoyaient de faire. Et ensuite, je me défendrais. Pour la première fois de ma vie, j'allais me battre pour ce qui m'appartenait, pour ma dignité, pour ma survie. Ils ne savaient pas encore à qui ils avaient affaire. Mais ils allaient le découvrir très bientôt. Mais attendez, car ce qui s'est passé dans les jours suivants a tout changé d'une façon que même moi je n'imaginais pas. La découverte que j'ai faite sur ma propre famille a été encore plus choquante que la trahison. Et le retournement de situation que j'ai planifié? Eh bien, disons qu'Henri et Céleste ne l'ont jamais vu venir. Restez avec moi, car cette histoire ne fait que commencer, et je vous garantis que ce qui suit va vous laisser bouche bée. Vous n'allez pas croire ce que j'ai découvert sur mon père et l'arme secrète qu'il m'a laissée. Les 3 jours suivants, j'ai fait semblant que rien n'avait changé. J'ai souri à Henri, j'ai salué Céleste quand elle est apparue pour le café de l'après-midi, que je savais maintenant n'être qu'une excuse pour retrouver mon mari. J'ai observé chaque regard entre eux, chaque contact accidentel, chaque mensonge qu'ils me racontaient avec les sourires les plus doux. Mais à l'intérieur, je planifiais. Ces 3 jours ont été les plus longs de ma vie. Chaque matin, je me réveillais avec l'espoir que tout cela n'était qu'un cauchemar horrible, que j'allais retrouver ma vie normale, mon mari aimant et ma sœur fidèle. Mais chaque matin, la réalité me frappait comme une gifle glacée. Henri dormait à côté de moi, mais son corps semblait différent, étranger. Et quand Céleste venait l'après-midi, je voyais maintenant ce que j'avais été aveugle à voir avant, la façon dont elle regardait Henri, la façon dont elle trouvait toujours des excuses pour le toucher, la façon dont il communiquait par des regards complices qu'il pensait discrets. Le dimanche soir, alors qu'Henri prenait sa douche, j'ai fouillé dans ses affaires, quelque chose que je n'avais jamais fait en 25 ans de mariage. Dans la poche de sa veste, j'ai trouvé un reçu d'un restaurant romantique de Marseille, daté de la semaine précédente. Un restaurant pour 2 personnes, à une heure où il était censé être en réunion d'affaires. Le montant était conséquent, ce n'était pas un déjeuner de travail, c'était un dîner aux chandelles. J'ai également trouvé dans son portefeuille une photo récente de Céleste que je ne connaissais pas. Une photo où elle souriait de cette façon particulière qu'elle avait quand elle était heureuse, vraiment heureuse. Quand était-ce que je l'avais vue sourire ainsi pour la dernière fois? Certainement pas ces derniers mois quand elle était avec moi. Le lundi matin, pendant qu'Henri était au travail et Céleste à son cours de yoga, du moins, c'était ce qu'elle disait encore, je suis allée au bureau de l'avocat de la famille, Maître Dubois. Il connaissait notre famille depuis des décennies et s'était occupé de toutes les affaires légales de papa. Son bureau se trouvait dans le centre historique d'Aix-en-Provence, dans un bâtiment du XVIIe siècle avec des murs épais en pierre et des plafonds voûtés qui donnaient une impression de solidité et de permanence, exactement ce dont j'avais besoin en ce moment. Madame Simon, il m'a accueilli avec surprise quand sa secrétaire m'a annoncé. Je ne vous attendais pas si tôt. Votre mari ne m'a pas dit que vous viendriez ensemble jeudi? Voilà donc la vérité. Henri avait effectivement pris rendez-vous avec l'avocat, mais sans m'en parler. Un rendez-vous prévu pour jeudi, dans 3 jours. Que comptait-il faire entre maintenant et jeudi? Et pourquoi ne m'avait-il pas dit qu'il avait déjà organisé une rencontre? Changement de plan, mentis-je doucement, utilisant le même ton calme que j'avais perfectionné ces 3 derniers jours. En fait, j'aimerais examiner tous les documents de l'héritage avant notre rendez-vous. Je veux comprendre exactement ce que mon père a laissé. Maître Dubois hocha la tête et alla chercher les dossiers. Ses gestes étaient lents et méticuleux, ceux d'un homme qui avait passé sa vie à manipuler des documents importants avec le respect qu'il méritait. Quand il revint avec une chemise volumineuse, mon cœur s'accéléra. C'était beaucoup plus que ce que j'imaginais. Eh bien, votre héritage est substantiel, commença-t-il en ajustant ses lunettes de lecture. Ses yeux gris, fatigués par des décennies de lecture de petits caractères, me regardaient avec une bienveillance paternelle. En plus de la maison que vous possédez déjà, il y a 3 propriétés à Marseille, un compte d'investissement qui a très bien rendu ces dernières années, et quelques objets personnels spéciaux. Il me montra chaque document,
expliquant les valeurs avec la patience d'un professeur. Ma tête tournait avec les chiffres. Ce n'était pas les 200 000 € qu'Henri avait mentionnés à Céleste. C'était presque un demi-million d'euros. Un demi-million. Papa avait été beaucoup plus riche que je ne l'avais jamais imaginé. Pendant toutes ces années où il vivait modestement, mangeant ses repas simples, portant ses vêtements raccommodés, jardinant pour économiser sur les légumes, il avait accumulé une fortune. Et maintenant, je comprenais pourquoi Henri et Céleste étaient si désespérés de mettre la main dessus. Maître Dubois, l'interrompis-je, la voix légèrement tremblante. Êtes-vous certain que ces valeurs sont correctes? Absolument. Votre père a été très prudent avec ses investissements. En fait, il y a quelque chose de plus. Il chercha dans un autre dossier, ses mains arthritiques fouillant parmi les papiers avec une familiarité née de l'habitude. Il a laissé des instructions spécifiques et une lettre scellée qui ne doit être ouverte que par vous, personnellement. Une lettre? Papa n'avait jamais été du genre à écrire des lettres. C'était un homme d'action, pas de mots. Pendant toute mon enfance, je me souvenais de lui écrivant peut-être 2 ou 3 lettres, et encore, c'était pour des affaires importantes. Maître Dubois me tendit une enveloppe scellée avec mon nom écrit dans la calligraphie familière de papa. Cette écriture penchée vers la droite, ces lettres formées avec soin mais sans fioriture, combien de fois l'avais-je vu sur les listes de courses qu'il me laissait, sur les petits mots qu'il glissait dans mes livres d'école pour m'encourager? Avec des mains tremblantes, j'ouvris l'enveloppe. Le papier était épais, de bonne qualité, papa avait choisi de la papeterie spéciale pour cette lettre importante. La lettre commençait de façon normale. Ma chère Margot, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. Mais ensuite, les mots que j'ai lus m'ont fait trembler. Je sais que cela peut paraître étrange, mais je dois t'alerter sur quelque chose que j'ai découvert. Céleste est venue me voir plusieurs fois ces derniers mois, toujours avec Henri. Il pensait que je ne m'en apercevais pas, mais j'ai vu comment ils se comportaient ensemble. J'ai vu les regards, les contacts. Malheureusement, ma fille, je crains que ton mari et ta sœur ne trament quelque chose contre toi. Des larmes commencèrent à couler sur mon visage. Papa savait. Il avait remarqué avant même moi. Pendant que je vivais dans mon aveuglement heureux, lui observait, analysait, se préparait à me protéger. La lettre continuait, c'est pourquoi j'ai pris quelques précautions. Toutes les propriétés et investissements sont exclusivement à ton nom, avec des clauses spéciales qui empêchent tout transfert par procuration. De plus, il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit sur notre famille, quelque chose que Céleste ne sait pas et qui pourrait être important pour toi. Mon cœur s'arrêta. Qui avait-il d'autre? Ta grand-mère, avant de mourir, m'a confié un secret sur son testament. Il y a une clause spéciale dans l'héritage de la maison où tu vis. Si quelqu'un tente de frauder ou de manipuler pour obtenir des biens de la famille, cette personne perd automatiquement tout droit à tout héritage futur de la famille Simon. C'est une clause ancienne, mais toujours valide. Maître Dubois a tous les détails. Je regardais l'avocat, qui observait ma réaction attentivement, ses yeux gris pleins de compassion mais aussi de détermination professionnelle. « Est-ce vrai ?» demandai-je, ma voix sortant comme un murmure. Malheureusement, oui. Votre père est venu me voir 2 mois avant de décéder, inquiet du comportement de Céleste et Henri. Nous avons mené quelques investigations discrètes. Il hésita, visiblement mal à l'aise. Madame Simon, il y a quelque chose de plus que vous devez savoir. Mon estomac se contracta. Quoi? Ils sont ensemble depuis presque 1 an. Et? Il fit une pause, clairement inconfortable. Céleste est enceinte. Le monde s'écroula à nouveau. Enceinte? Ma sœur de 55 ans était enceinte de mon mari? Comment le savez-vous? Demandai-je, la voix sortant comme un souffle. Votre père a engagé un détective privé. Toutes les preuves sont ici. Il me tendit un autre dossier, plus épais que le premier. Photos, dossiers médicaux que nous avons pu obtenir légalement, registres d'hôtel, messages téléphoniques qui ont été interceptés avec autorisation judiciaire.
J'ouvris le dossier avec des mains tremblantes. Les photos étaient dévastatrices. Henri et Céleste dans des restaurants romantiques, entrant et sortant d'hôtels, se tenant la main dans les rues de Marseille. Dans une des photos les plus récentes, je pouvais clairement voir le ventre légèrement arrondi de Céleste sous sa robe d'été. Depuis combien de temps, réussis-je à demander. D'après ce que nous avons pu établir, leur relation a commencé peu après la mort de votre père. Ils ont profité de votre deuil pour se rapprocher. Le bébé devrait naître en août. Août. Dans 5 mois. Ma sœur aurait un enfant de mon mari dans 5 mois. Mais quelque chose ne collait pas, maître Dubois, vous dites que leur relation a commencé après la mort de papa, mais papa vous a dit qu'il les soupçonnait avant sa mort? L'avocat hocha gravement la tête. Exact. Nous pensons qu'il planifiait déjà leur rapprochement avant le décès de votre père. Les photos que nous avons montrent qu'ils se rencontraient déjà secrètement, mais la relation physique semble avoir commencé après les funérailles. C'était encore pire. Ils avaient planifié tout cela. Pendant que papa agonisait, pendant que je passais mes nuits à son chevet à l'hôpital, pendant que je m'occupais de tous les arrangements, Henri et Céleste planifiaient déjà leur avenir ensemble. Madame Simon, maître Dubois continua gentiment, il y a une chose importante que vous devez savoir sur la clause de votre grand-mère. Si nous arrivons à prouver qu'ils ont tenté de vous frauder, et nous avons des preuves avec la tentative de procuration, non seulement Céleste perd tout droit à l'héritage, mais elle sera également obligée de dédommager tout préjudice causé à la famille. Quel genre de dédommagement? Eh bien, considérant qu'elle a utilisé des informations privilégiées sur l'héritage pour planifier la fraude, et qu'elle a impliqué votre mari dans ceci, elle pourrait être obligée de payer une compensation significative. Nous parlons potentiellement de 100 000 €. Une idée commença à se former dans mon esprit. Une idée terrible et parfaite à la fois. Maître Dubois, j'ai besoin d'une faveur. Pouvez-vous préparer les documents de procuration qu'Henri veut que je signe, mais avec une petite modification? Il me regarda avec curiosité. Quel genre de modification? Je veux que cela ressemble à une procuration normale, mais qu'en réalité ce soit un document qui avoue la tentative de fraude. Quelque chose qui, quand signé par Henri comme mon représentant légal, serve de preuve de la conspiration. L'avocat sourit pour la première fois depuis mon arrivée. Madame Simon, je pense qu'ils vous ont beaucoup sous-estimé. Je retournai chez moi avec un plan. Mais d'abord, je devais confronter la réalité de la grossesse de Céleste. Je devais voir de mes propres yeux, entendre de sa bouche. L'après-midi passa lentement. J'essayais de lire, de regarder la télévision, de m'occuper avec des tâches ménagères, mais mon esprit revenait constamment aux photos dans le dossier de maître Dubois. Henri embrassant ma sœur. Céleste avec son ventre arrondi portant l'enfant de mon mari. Comment avait-il pu me faire ça? À 15 heures, comme d'habitude, Céleste apparut pour le café. Mais cette fois, j'étais préparé. Céleste, dis-je en servant le café, l'observant attentivement. Tu as l'air différente. Il y a un éclat spécial sur ton visage. Elle rougit légèrement. Ah, ça doit être la nouvelle crème que j'utilise. Tu es sûr? On dirait plutôt, comme quand tu étais enceinte de Thomas, il y a 30 ans. La tasse de café trembla dans sa main. Margot, de quoi tu parles? Je parle de toi étant enceinte, Céleste. Enceinte de mon mari. Le silence qui suivit fut assourdissant. Céleste me regardait avec des yeux écarquillés, le visage pâle comme du papier. Je ne sais pas de quoi tu parles, balbutia-t-elle. Ne me mens pas, dis-je calmement. Plus maintenant. Je sais tout. À propos de vous deux, à propos de l'héritage, à propos du plan de procuration. Je sais tout. Céleste posa la tasse sur la table avec des mains tremblantes. Pendant un moment, je pensais qu'elle allait tout nier. Mais ensuite, quelque chose changea dans son expression. Le masque tomba, et je vis un visage que je ne connaissais pas. Et alors, dit-elle avec une froideur qui me choqua. Et alors si tu sais? Qu'est-ce que tu vas faire?
Henri m'aime vraiment, Margot. Pas comme il t'aimait toi. Avec moi, il est heureux, il se sent vivant à nouveau. C'est mon mari, répondis-je, essayant de garder ma voix ferme. C'était ton mari. Maintenant il est à moi. Et ce bébé, elle posa la main sur son ventre, ce bébé va garantir qu'il ne reviendra jamais vers toi. La cruauté dans sa voix me transperça profondément. Ce n'était pas ma sœur. C'était une étrangère. Et l'héritage, demandai-je. Tu as toujours tout eu, Margot. La maison de grand-mère, l'amour de papa, le mari parfait. Maintenant c'est mon tour. Je mérite cet héritage autant que toi. Tu ne mérites rien, dis-je en me levant. Et tu vas le découvrir bientôt. Céleste rit, un son amer. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu es trop correcte, trop gentille pour te battre vraiment. Tu l'as toujours été. Elle avait tort. Très tort. Cette nuit-là, quand Henri rentra du travail, je l'attendais dans le salon avec les documents que Maître Dubois avait préparés. Henri, dis-je quand il entra. J'ai apporté la procuration que tu as mentionnée. Je l'ai déjà signée. Le soulagement sur son visage fut instantané. Il prit les papiers et les parcourut rapidement, sans lire les détails, exactement comme nous l'espérions. Merci, chérie. Cela va faciliter beaucoup tout. J'en suis certaine, répondis-je, l'observant signer sur la ligne désignée pour le représentant légal. Il venait de signer ses propres aveux. Mais j'avais encore une chose à faire. Cette nuit-là, après qu'Henri se soit endormi, je suis descendu dans le salon et j'ai activé le système d'enregistrement que j'avais installé discrètement. Demain, j'aurai besoin de preuves supplémentaires. Le lendemain matin, je téléphonai à Céleste très tôt. Céleste, peux-tu venir cet après-midi? J'ai quelque chose d'important à te dire. Quoi donc? À propos de l'héritage. J'ai parlé avec l'avocat hier. Il y a des choses que tu dois savoir. Elle arriva à 14 heures, visiblement curieuse et un peu méfiante. Cette fois, je l'accueillis avec un grand sourire. Céleste, ma chérie, dis-je en l'embrassant comme d'habitude. J'ai réfléchi à tout ça. À propos de l'héritage, à propos de Henri. Ah oui? Elle semblait surprise par mon ton détendu. Oui. Tu sais quoi? Tu as peut-être raison. Peut-être que papa n'a pas été complètement juste dans son testament. Peut-être que tu mérites une part plus importante. Les yeux de Céleste s'illuminèrent d'avidité. Vraiment? Vraiment. En fait, j'ai parlé avec Henri hier soir. Nous avons décidé que tu devrais avoir la moitié de tout. La moitié? Elle pouvait à peine contenir son excitation. Absolument. Nous sommes sœurs, après tout. Et Henri, eh bien, Henri pense que c'est la chose juste à faire. Oh Margot. Elle me serra dans ses bras, et je sentis son ventre arrondi contre le mien. Je savais que tu comprendrais. Je savais que tu serais raisonnable. Bien sûr. Mais il y a juste une petite formalité. L'avocat a besoin que tu signes quelques documents. Tu sais, pour légaliser le tout. Quel document? Juste une déclaration disant que tu acceptes la nouvelle répartition et que tu renonces à toute contestation future. Une simple formalité. Bien sûr. Où sont ces documents? Je lui tendis les papiers que Maître Dubois avait préparés, des papiers qui, en réalité, constituaient une confession complète de sa tentative de fraude et de manipulation. Céleste signa sans même lire, trop excitée par la perspective de recevoir la moitié de l'héritage. Voilà, dit-elle en posant le stylo. Maintenant nous sommes vraiment égales. Oui, répondis-je avec un sourire. Maintenant nous sommes égales. Cette nuit-là, j'appelai Maître Dubois. Ils ont mordu à l'hameçon, lui dis-je. J'ai les signatures des deux. Excellent, Madame Simon. Nous avons maintenant tout ce qu'il faut pour procéder. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, nous attendons qu'il tente d'utiliser les documents.
Et quand ils découvriront ce qu'ils ont vraiment signé, eh bien, disons que ce sera très intéressant. Je n'eus pas longtemps à attendre. 2 jours plus tard, Henri revint du bureau avec un visage que je ne lui avais jamais vu. Il était blanc comme un linge, les yeux écarquillés de panique. « Margot » dit-il d'une voix étranglée. « Nous devons parler. »« Bien sûr, chérie. »« De quoi ? » ?»« De ces documents que j'ai signés. »« Qu'est-ce que c'était vraiment ?» Je le regardais avec l'expression la plus innocente possible. « De quoi tu parles, Henri ? Tu sais très bien de quoi je parle. Ces documents, ils ne sont pas ce que tu as dit qu'ils étaient. » « Ah ça ? » Je souris doucement. « Non, en effet. Ce n'était pas une procuration. C'était tes aveux, Henri. Tes aveux signés que tu as conspiré avec ma sœur pour me frauder. » Le silence qui suivit fut total. Henri me regardait comme s'il voyait un fantôme. « Comment tu as su ? » Papa savait, Henri. Papa savait tout avant de mourir. Et il a pris des dispositions pour me protéger. Margot, je peux expliquer. Explique ça à un juge, répondis-je calmement. Parce que c'est là que cette histoire va se terminer. Les jours suivants, j'ai observé Henri et Céleste agir comme s'ils avaient gagné à la loterie. Ils arrivaient à peine à dissimuler leur joie, pensant qu'ils m'avaient complètement dupé. S'ils avaient su ce qui les attendait. Henri commença à parler des « investissements intelligents » et de « changements nécessaires » dans notre style de vie. Ses yeux brillaient d'une avidité que je n'avais jamais vue auparavant. Il me parlait de projets grandioses, peut-être une nouvelle voiture, des vacances luxueuses, une rénovation complète de la maison. Tout cela avec mon argent, bien sûr. Céleste apparaissait presque tous les jours, toujours avec des suggestions sur comment je pourrais mieux profiter de l'héritage. Elle apportait des brochures de spa, des catalogues de voyages, des articles sur les investissements immobiliers. Quelle pitié qu'il ne sache pas que chaque mot était enregistré par le système de sécurité que j'avais fait installer discrètement. Ce système d'enregistrement était devenu mon arme secrète. Caché dans un petit appareil qui ressemblait à un détecteur de fumée, il captait tout, chaque conversation, chaque plan qu'ils échafaudaient, chaque mensonge qu'ils me racontaient. Maître Dubois m'avait assuré que tout cela serait parfaitement admissible devant un tribunal, car il s'agissait de ma propre maison. Le mercredi de cette semaine-là, j'ai surpris une conversation particulièrement révélatrice. Henri était au téléphone dans le jardin, pensant que je faisais la sieste. Mais j'étais debout, écoutant depuis la fenêtre de la chambre. Oui, Céleste, elle a signé. Elle ne se doute de rien. Sa voix était remplie d'une satisfaction cruelle que je ne lui avais jamais entendue. Tu avais raison, elle est vraiment trop naïve. 25 ans de mariage et elle me fait encore confiance aveuglément. Il y eut une pause pendant laquelle il écoutait ma sœur à l'autre bout du fil. Non, elle ne pose pas de questions sur tes visites fréquentes. Je crois qu'elle pense vraiment que tu viens juste prendre le café. Il rit, un rire froid et calculateur. Pauvre Margot. Elle n'a aucune idée que nous planifions notre nouvelle vie ensemble. Une autre pause. L'avocat a dit qu'avec la procuration, nous pouvons commencer les transferts la semaine prochaine. Une fois que l'argent sera sur notre compte joint, nous pourrons faire nos valises et partir pour Marseille. Elle ne pourra rien faire pour nous arrêter. Mon sang se glaça. Ils avaient ouvert un compte joint ? Ils planifiaient de fuir avec mon argent ? C'était encore pire que ce que j'avais imaginé. Et le bébé, continua Henri. Le médecin a dit que tout allait bien ? Parfait. Notre petit secret grandit bien. Sa voix devint plus douce, plus tendre, le ton qu'il utilisait autrefois avec moi. J'ai hâte de commencer notre vraie vie ensemble, ma chérie. Fini de faire semblant d'aimer Margot, fini de jouer le mari dévoué. Bientôt, ce sera juste toi, moi et notre enfant. Ces mots me transpercèrent le cœur comme des poignards. Faire semblant de m'aimer ? Jouer le mari dévoué ? Combien de temps notre mariage avait-il été une mascarade ? Non, elle ne devinera jamais,
dit-il encore. Tu la connais, elle voit toujours le bon côté des gens. C'est sa faiblesse. Et c'est exactement ce qui nous permet de réussir. Quand il raccrocha, je restai à la fenêtre, tremblante de rage. Ma faiblesse? Voir le bon côté des gens était ma faiblesse? Non, Henri. Ma faiblesse avait été de vous faire confiance. Mais cette faiblesse était en train de devenir ma force. Une semaine après qu'Henri eut signé les documents, je reçus l'appel que j'attendais. Madame Simon, c'était Maître Dubois. Ils ont mordu à l'hameçon. Henri a tenté d'utiliser la procuration ce matin pour transférer des fonds. Quand il a découvert que le document était en réalité des aveux, c'était intéressant. Il est encore là? Il est parti il y a peu, très agité. Je pense que vous pouvez vous attendre à une visite de sa part bientôt. L'avocat avait raison. Il ne fallut pas longtemps. Henri arriva à la maison comme un ouragan, claquant la porte avec tant de force que les cadres tremblèrent sur le mur. J'entendis ses pas lourds dans le couloir, ses chaussures cognant brutalement contre le carrelage ancien. « Margot » cria-t-il depuis l'entrée. « Margot, où es-tu » ? « Ici dans le salon » répondis-je calmement, sans lever les yeux de mes broderies. J'étais en train de travailler sur un coussin décoratif, ironiquement, un motif de cœur entrelacé que j'avais commencé en pensant à notre amour. Maintenant, chaque point me rappelait combien j'avais été stupide. Il entra comme un taureau furieux. Son visage était rouge, ses cheveux en désordre, ses yeux étincelaient de rage. Sa cravate était de travers, sa chemise froissée, il avait l'air d'un homme qui venait de voir sa vie s'écrouler. « Qu'est-ce que tu as fait, bon sang » rugit-il. « J'ai fait quoi, chérie » demandai-je avec la voix la plus douce possible, continuant mes broderies comme si de rien n'était. « Ces documents. Tu savais exactement ce que tu faisais. Ah, tu parles des aveux que tu as signés? Ou tu admets avoir conspiré avec ma sœur pour me frauder? » Je levai lentement les yeux. Oui, je savais exactement ce que je faisais. L'expression sur son visage changea. La rage céda la place à l'incrédulité, puis à la peur. « Margot, tu ne comprends pas. Je peux expliquer. » « Expliquer quoi? Comment tu as dormi dans mon lit pendant des mois tout en me trompant avec ma propre sœur? Comment vous avez tous les deux planifié me voler? Comment elle est enceinte de ton enfant? » Henri devint complètement pâle. « Comment qui te l'a dit? » Papa savait, Henri. Il savait tout avant de mourir. Et il a laissé des instructions pour me protéger de vous deux. Margot, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. Ce n'était pas planifié, les choses sont arrivées comme ça. Non, criai-je, et c'était la première fois en 25 ans de mariage que j'élevais la voix contre lui. Ne me sors pas d'excuses. Tu l'as choisi. Vous m'avez tous les deux choisi comme victime. Henri tenta de s'approcher, mais je reculai. Pour la première fois de notre mariage, j'avais peur de lui. Pas physiquement, mais peur de ce qu'il était capable de dire, de faire, de promettre pour se sortir de cette situation. « Où est-elle » demandai-je. « Qui » ? Ne me prends pas pour une idiote, Henri. Où est Céleste? Je suis sûr que vous avez déjà élaboré un plan B. Il hésita, et cela me dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Elle t'attend quelque part, n'est-ce pas? Vous avez déjà décidé de fuir ensemble? Margot, ce n'est pas comme ça. Bien sûr que si. Vous pensiez pouvoir m'utiliser et puis disparaître avec mon argent. Je pris mon téléphone. Eh bien, j'ai des nouvelles pour vous. Je composai le numéro de Céleste. Elle répondit à la deuxième sonnerie. Margot? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que votre plan a échoué, petite sœur. Il s'est passé qu'Henri est ici, confessant tout. Et il s'est passé que vous êtes tous les deux dans de sérieux problèmes. Silence de l'autre côté de la ligne. Céleste, tu es encore là? Je suis là, sa voix sortit tremblante. Parfait. Parce que j'ai besoin que tu viennes ici. Maintenant.
Nous avons beaucoup à discuter. Margot, je peux expliquer. Explique en personne. Tu as 1 heure. Je raccrochai et me tournai vers Henri, qui était resté debout au milieu du salon comme un fantôme. Assieds-toi, ordonnai-je. Nous allons attendre que ton amant arrive. Cette heure fut la plus longue de ma vie. Henri tenta de parler plusieurs fois, mais je le fis taire d'un regard. Je ne voulais plus entendre ces mensonges. Je passai ce temps à réfléchir à tout ce qui s'était passé, à tous les signes que j'avais manqués, à toutes les fois où il m'avait menti en face. Je pensais à toutes ces soirées où Henri rentrait tard, prétendant avoir eu des réunions qui s'éternisaient. À toutes ces fois où Céleste avait annulé nos plans à la dernière minute, prétextant des migraines ou des obligations familiales. À toutes ces occasions où ils se trouvaient ensemble, par hasard, au marché, à la pharmacie, chez le médecin. Comment avais-je pu être si aveugle? Quand Céleste arriva finalement, elle avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Son visage était bouffi d'avoir trop pleuré, et son ventre de femme enceinte semblait plus évident sous la robe noire qu'elle portait. Elle avait l'air d'une femme qui se rendait à ses propres funérailles. Margot, commença-t-elle dès qu'elle entra dans le salon. Non, la coupai-je. D'abord, je veux que vous vous asseyiez tous les deux et que vous écoutiez ce que j'ai à dire. Après, si vous voulez, vous pourrez parler. Ils s'assirent côte à côte sur le canapé, comme 2 enfants en difficulté. L'ironie ne m'échappa pas, eux qui m'avaient traité comme une idiote étaient maintenant là, attendant que je décide de leur sort. Premièrement, commençai-je, je veux que vous sachiez que je sais tout. Absolument tout. Je sais que vous êtes ensemble depuis presque 1 an. Je sais pour le bébé. Je sais pour le plan de me frauder. J'ai des photos, j'ai des enregistrements, j'ai des documents. Céleste sanglota. Deuxièmement, je veux que vous sachiez qu'à cause de la tentative de fraude, Céleste a perdu tout droit à tout héritage de la famille Simon. Pour toujours. Ce n'est pas possible, murmura Céleste. Ah, mais si. Il y a une clause dans le testament de notre grand-mère que vous ignoriez. Et papa, que Dieu ait son âme, savait exactement ce que vous manigancez et a pris les précautions nécessaires. Margot, Henri tenta de parler, mais je le fis taire d'un geste. Troisièmement, à cause de cette clause, Céleste doit dédommager la famille pour les dommages causés. Nous parlons de 100 000 €. Céleste devint blanche comme un linge. Je n'ai pas cette somme. Je sais. C'est pourquoi tu vas devoir vendre ta maison. C'était la maison qu'elle avait héritée de notre mère des années auparavant. Sa seule propriété de valeur. Le seul souvenir tangible qu'elle avait de maman. Tu ne peux pas nous faire ça, protesta Henri. Nous sommes une famille. Je ris, mais il n'y avait aucun humour dans ce son. Une famille? Vous avez détruit notre famille au moment où vous avez décidé de me trahir. Vous n'êtes plus ma famille. Et le bébé? Demanda Céleste en posant la main sur son ventre. Pense au bébé. Le bébé est votre responsabilité à tous les deux. Vous avez fait ce choix. Le silence qui s'ensuivit fut lourd, chargé de toute la douleur et la trahison de ces derniers mois. Je regardais ces 2 personnes que j'avais aimées plus que tout au monde, et je ne ressentais plus rien pour elles. Plus d'amour, plus de haine même. Juste un vide froid. Il y a autre chose que vous devez savoir, continuai-je. J'ai parlé avec un avocat spécialisé en droit pénal. Ce que vous avez fait constitue une tentative de fraude aggravée et d'abus de confiance. Je pourrais porter plainte et vous faire emprisonner tous les 2. Les yeux de Céleste s'écarquillèrent de terreur. Margot, tu ne ferais pas ça? Oh, mais si. Et avec un bébé en route, Céleste, penses-tu vraiment que c'est le meilleur moment pour toi de faire de la prison? Qu'est-ce que tu veux? Demanda Henri finalement. Ce que je veux est simple. Céleste va vendre sa maison et payer les 100 000 € de dédommagement. Vous allez tous les 2 disparaître de ma vie pour toujours. Et en échange, je ne porte pas plainte. Et si nous refusons? Demanda Céleste avec un dernier éclair de défi. Je souris pour la première fois depuis des semaines.
Alors je rends tout public. Les photos de vous ensemble, les enregistrements des conversations, la tentative de fraude. Je vais tout envoyer à vos amis, vos collègues de travail, vos enfants de vos mariages précédents. Je vais m'assurer que tout Aix-en-Provence sache exactement quel genre de personne vous êtes. Tu ne ferais pas ça, souffla Henri. Et c'est moi, répondis-je d'un ton glacial. Tu as détruit 25 ans de ma vie. Tu penses vraiment que j'hésiterais à détruire ta réputation? Le silence qui suivit fut absolu. Il savait que je ne bluffais pas. Il pouvait voir dans mes yeux que la Margot douce et accommodante était morte, remplacée par une femme qui avait appris à se battre. Combien de temps avons-nous? Demanda Henri finalement. Pour quitter ma maison? Maintenant. Pour que Céleste vende sa maison? 2 mois. Margot, Céleste tenta une dernière fois. Nous sommes sœurs. Nous avons grandi ensemble, nous avons tout partagé ensemble. Exactement, l'interrompis-je. Et malgré cela, tu as choisi de me trahir de la façon la plus cruelle possible. Tu as utilisé notre proximité contre moi. Ce n'est pas quelque chose qu'une sœur fait. Elle commença à pleurer, de vrais sanglots cette fois, pas les larmes de crocodile qu'elle avait versées plus tôt. J'étais jalouse, avoua-t-elle entre les larmes. J'ai toujours été jalouse de toi. Tu étais la préférée de papa, tu avais la belle maison, le mari parfait, tout semblait te réussir. Et moi, j'avais l'impression d'être toujours dans ton ombre. Alors tu as décidé de détruire ma vie pour avoir la tienne? Je ne voulais pas te faire du mal. Au début, c'était juste. Henri était si malheureux. Il disait que vous ne vous parliez plus vraiment, que le mariage était devenu une routine. Je voulais juste le consoler. Et puis nous sommes tombés amoureux. Vraiment amoureux. Et quand papa est mort, et que nous avons appris pour l'héritage, Henri a dit que c'était un signe. Que nous étions destinés à être ensemble. Je regardais Henri. Et toi? Cette aversion aussi? Il hocha la tête misérablement. Margot, je ne voulais pas que ça arrive. Mais avec Céleste, je me sens différent. Plus jeune. Plus vivant. Et moi? Qu'est-ce que j'étais pour toi pendant tout ce temps? Tu es une femme merveilleuse. Mais nous avions grandi dans des directions différentes. Nous étions devenus des étrangers vivant sous le même toit. C'était peut-être vrai. Peut-être que notre mariage était effectivement devenu une routine. Mais cela ne justifiait pas la trahison, les mensonges, la tentative de vol. Si tu étais si malheureux, dis-je calmement, tu aurais pu demander le divorce. Nous aurions pu parler, aller en thérapie, essayer de sauver notre mariage. Ou nous séparer civilement. Mais non, vous avez choisi de me mentir, de me voler, de me détruire. Tu as raison, admit Henri. Nous avons mal agi. Nous le savons. Mais maintenant? Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, vous partez. Vous vivez avec les conséquences de vos choix. Et vous me laissez reconstruire ma vie sans vous. Ils se levèrent lentement. Henri monta chercher quelques vêtements dans notre chambre, évitant mon regard. Céleste resta dans le salon, fixant ses mains posées sur son ventre. Margot, dit-elle finalement. Si tu changes d'avis, si tu veux connaître ton neveu ou ta nièce. Non, répondis-je fermement. Cet enfant ne sera jamais mon neveu ou ma nièce. C'est l'enfant de la femme qui m'a trahi et de l'homme qui m'a menti. Je ne veux rien avoir à faire avec vous trois. Quand Henri redescendit avec sa valise, il s'arrêta devant moi. Margot, je suis désolé. Vraiment désolé. Moi aussi, Henri. Je suis désolé d'avoir gaspillé 25 ans de ma vie avec un homme que je n'ai jamais vraiment connu. Ils sortirent ensemble, Henri portant sa valise et Céleste s'appuyant sur son bras. En les regardant partir, je réalisais que c'était probablement la dernière fois que je les voyais. Quand la porte se referma derrière eux, je m'effondrai sur le canapé et pleurai comme je n'avais pas pleuré depuis l'enfance. Je ne pleurais pas seulement la perte de mon mari et de ma sœur.
Je pleurais la mort de mes illusions, la fin de ma naïveté, la destruction de la famille que je croyais avoir. Mais au milieu de ces larmes, il y avait quelque chose d'autre. Il y avait de la force. Il y avait de la dignité. Il y avait la certitude que j'avais fait ce qu'il fallait. Pour la première fois depuis des mois, j'étais seule dans ma maison. Vraiment seule. Et étrangement, cela ne me faisait pas peur. Cela me donnait de l'espoir. 2 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit terrible. Céleste avait vendu sa maison, comme promis, et l'argent avait été déposé sur le compte de la famille Simon en dédommagement. Henri était venu chercher le reste de ses affaires par un après-midi pluvieux, quand je n'étais pas à la maison, une considération finale que j'avais appréciée. Ces 2 mois avaient été étranges. Au début, le silence de la maison me pesait énormément. Pendant 25 ans, j'avais vécu au rythme des habitudes d'Henri, ses heures de lever, ses préférences culinaires, ses émissions de télévision favorites. Pendant 54 ans, j'avais vécu avec la présence constante de Céleste dans ma vie, ses appels quotidiens, ses visites impromptues, ses confidences interminables. Maintenant, la maison était silencieuse. Vraiment silencieuse. Mais petit à petit, j'avais commencé à découvrir la différence entre la solitude et la paix. Il y avait quelque chose de libérateur à ne pas avoir à mentir à moi-même, à ne pas avoir à faire semblant que mon mariage allait bien alors qu'il était clairement brisé depuis des années. J'avais commencé à redécouvrir qui j'étais vraiment. La Margot d'avant Henri, d'avant les compromis constants et les accommodements silencieux. J'écoutais la musique que j'aimais, de la chanson française classique qu'Henri trouvait ringarde. Je cuisinais des plats que j'adorais mais qu'Henri détestait, comme la ratatouille de ma grand-mère avec ses aubergines fondantes. Je lisais jusqu'à tard dans la nuit sans me soucier de déranger quelqu'un. Il y avait quelque chose de magique à reprendre possession de ma propre vie. J'avais aussi commencé à sortir plus souvent. Aix-en-Provence regorgeait d'activités culturelles que j'avais négligées pendant des années. J'avais repris mes cours de peinture à l'aquarelle que j'avais abandonnés quand Henri se plaignait que l'odeur de la peinture lui donnait mal à la tête. J'avais rejoint un club de lecture à la bibliothèque municipale, où je rencontrais des femmes passionnantes avec qui je découvrais que j'avais beaucoup en commun. Mais le plus important, j'avais appris à être fière de moi. Fière de la façon dont j'avais géré la trahison. Fière de m'être défendue. Fière d'avoir eu le courage de choisir ma dignité plutôt que de fermer les yeux sur leurs mensonges. Ce fut par un matin ensoleillé de mai que ma vie prit une direction que je n'avais jamais imaginée. J'étais au marché provençal, achetant des ingrédients pour un dîner que je ferais seulement pour moi, quelque chose que j'apprenais à apprécier, quand je heurtai quelqu'un à la section des fromages. « Oh, pardonnez-moi », dis-je automatiquement, me retournant pour m'excuser. « Margot ? Margot Simon ?» Je levai les yeux et me retrouvai face à un visage que je n'avais pas vu depuis presque 30 ans. Philippe Moreau, mon premier amour de jeunesse, était là, debout, avec un sourire incertain sur les lèvres. « Philippe ?» J'arrivais à peine à y croire. « Qu'est-ce que tu fais ici ? » Je pourrais te poser la même question, rit-il, et ce son me transporta immédiatement à nos 20 ans. Je suis revenu à Aix-en-Provence il y a quelques semaines. J'ai pris ma retraite de la médecine à Paris et j'ai décidé de revenir aux sources. Philippe avait bien vieilli. Ses cheveux grisonnants étaient encore abondants, les rides qui marquaient son visage parlaient de sourires fréquents, et il avait toujours ces mêmes yeux verts qui me faisaient soupirer dans ma jeunesse. Il portait une chemise bleu clair qui faisait ressortir la couleur de ses yeux et un pantalon en lin beige qui lui donnait l'air décontracté et élégant à la fois. Retraité ? Mais tu as mon âge, plaisantai-je, essayant de dissimuler mon trouble. Exactement. 59 ans et libre comme l'air. Ma femme est décédée il y a 3 ans, les enfants sont grands et indépendants. J'ai décidé qu'il était temps de vivre pour moi. Mon cœur se serra en apprenant sa perte. Je suis désolé pour ta femme. Merci. C'était difficile, mais... Il hésita. Et toi ? Toujours marié avec Henri ? La question me frappa comme un coup. Comment expliquer tout ce qui s'était passé ? En fait, non.
Nous nous sommes séparés il y a quelques mois. Oh. Philippe sembla genuinement surpris. Je suis désolé. Ne le sois pas. C'était nécessaire. Nous restâmes là, debout, deux vétérans de la vie, entourés par l'agitation du marché, assimilant cette rencontre inattendue. Margot, dit finalement Philippe, je sais que cela peut paraître étrange après tant de temps, mais, aimerais-tu prendre un café? J'ai tant de choses à te raconter, tant de curiosités sur où la vie nous a menés. Je le regardais, cet homme qui avait été mon premier amour, qui était parti étudier la médecine à Paris quand j'avais seulement 22 ans. Je me souvenais comme j'avais pleuré quand il était parti, comme j'avais juré que je ne l'oublierais jamais. Et puis Henri était apparu, et j'avais pensé avoir trouvé un nouvel amour. J'adorerais, répondis-je. Nous nous sommes installés dans un café charmant du centre historique d'Aix-en-Provence, le même où nous avions l'habitude de nous retrouver des décennies auparavant. L'ironie n'échappa à aucun de nous deux. Les mêmes petites tables rondes en métal, les mêmes chaises en osier, même le propriétaire semblait être le même homme, juste avec plus de cheveux gris et quelques rides supplémentaires. Alors, dit Philippe après que nous eûmes commandé nos cafés, raconte-moi ta vie. Qu'est-ce qui s'est passé toutes ces années? Et alors, à ma propre surprise, je racontais tout. La trahison d'Henri, la conspiration avec Céleste, l'héritage, la façon dont j'avais découvert et comment j'avais géré la situation. Philippe m'écouta en silence, ses yeux verts fixés sur les miens, sans jugement, seulement avec compréhension. Mon Dieu, Margot, dit-il quand j'eus terminé. Quelle force tu as eue. Je ne sais pas si j'aurais pu gérer cela aussi bien. Ce n'était pas facile. Ça ne l'est toujours pas. Il y a des nuits où je me réveille et je n'arrive toujours pas à croire que tout cela s'est passé. Et comment te sens-tu maintenant? Je veux dire, comment te sens-tu vraiment? Je réfléchis à la question. Étrangement, libre. Triste, bien sûr. Blessé. Mais aussi libre. Pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression que je peux être moi-même. Philippe sourit. Je me souviens de cette Margot. La jeune femme courageuse qui n'avait peur de rien. Cette jeune femme s'est perdue quelque part en chemin. D'après ce que je vois, elle est de retour. Nous passâmes des heures à converser. Philippe me raconta sa vie à Paris, sa carrière de cardiologue, la femme qu'il avait aimée et perdue à cause du cancer, les deux enfants qu'il avait élevés et qui avaient maintenant leur propre famille. Il me parla des longues heures à l'hôpital, des vies qu'il avait sauvées, des patients qu'il n'avait pas pu sauver et qui hantaient encore ses nuits. « Et tu as décidé de revenir à Aix-en-Provence, pourquoi ?» demandai-je. Il hésita, tournant son sucre dans son café déjà froid depuis longtemps. Honnêtement, nostalgie. Et peut-être espoir. Espoir de quoi? Espoir de retrouver quelque chose que j'avais laissé derrière moi. Quelqu'un que j'avais laissé derrière moi. Mon cœur s'accéléra. Philippe, je sais que cela semble faux après tant de temps. Mais Margot, il ne s'est pas passé un jour en toutes ces années où je n'ai pensé à toi. À comment les choses auraient pu être différentes si j'étais resté, ou si je t'avais demandé de venir avec moi. Les larmes commencèrent à se former dans mes yeux. Moi aussi j'y pensais. Pendant longtemps. Et maintenant? Tu y penses encore? Je le regardais, cet homme qui avait été mon premier amour et qui maintenant, par l'ironie du destin, réapparaissait au moment où j'avais le plus besoin d'espoir. Oui, murmurai-je. J'y pense encore. Philippe tendit la main par-dessus la table et toucha la mienne. Ce contact était doux, familier, comme si 3 décennies ne s'étaient pas écoulées. Alors peut-être pouvons-nous découvrir ensemble ce que le destin nous réserve cette fois. Les semaines qui suivirent furent une redécouverte de ce que signifiait se sentir jeune à nouveau. Philippe était attentionné sans être étouffant, affectueux sans être possessif, intéressé par mon opinion sans essayer de la contrôler. Il me rappelait constamment la femme que j'étais avant de me perdre dans le mariage avec Henri. Nous passions nos journées à explorer Aix-en-Provence comme des touristes dans notre propre ville.
Nous visitions des musées que j'avais négligés pendant des années, nous nous promenions dans les rues historiques en nous tenant la main comme des adolescents, nous découvrions de nouveaux restaurants où nous passions des heures à parler de tout et de rien. Philippe avait loué un petit appartement près du cours Mirabeau, mais il passait de plus en plus de temps chez moi. Progressivement, sa présence a commencé à remplir les espaces vides que Henri avait laissés, mais d'une façon complètement différente. Avec Henri, j'avais toujours eu l'impression de devoir m'adapter, de devoir être la femme qu'il voulait que je sois. Avec Philippe, je pouvais simplement être moi. Un après-midi, nous nous promenions dans les champs de lavande aux alentours de la ville quand il s'arrêta soudainement. « Margot, il y a quelque chose que je dois te dire. » Mon cœur bondit. Y avait-il quelque chose qui n'allait pas? Quoi? Je t'aime. Je t'aime encore. Je t'ai toujours aimé. Les mots restèrent suspendus dans l'air parfumé par la lavande. Je sentis des larmes couler sur mon visage. Philippe, je sais que c'est tôt. Je sais que tu te remets encore de tout ce que tu as vécu. Mais je ne peux pas faire semblant de ne pas ressentir cela. Je ne peux pas gaspiller une seconde chance de te dire ce que j'aurais dû dire il y a 30 ans. Qu'est-ce que tu aurais dû dire il y a 30 ans? Que tu étais l'amour de ma vie. Que partir sans toi a été la plus grande erreur que j'ai jamais commise. Que toutes ces années à Paris, malgré tous les succès que j'ai pu atteindre, j'ai toujours eu l'impression de vivre seulement la moitié d'une vie. Je fermai les yeux, laissant les mots pénétrer dans mon cœur. Quand je les rouvris, Philippe me regardait avec une vulnérabilité qui me toucha profondément. « Moi aussi je t'aime », dis-je finalement. « Je t'ai toujours aimé. Même quand j'étais mariée, il y a toujours eu un petit coin de mon cœur qui n'appartenait qu'à toi. » Il m'embrassa alors, doucement, comme si nous étions à nouveau ces jeunes gens de 20 ans découvrant l'amour pour la première fois. Mais nous étions aussi deux adultes mûrs, marqués par la vie, qui connaissaient la valeur d'une seconde chance. 6 mois plus tard, Philippe s'installa chez moi, dans la même maison que j'avais héritée de ma grand-mère, que j'avais failli perdre au profit d'Henri et Céleste. Nous rénovâmes quelques pièces ensemble, plantâmes un jardin ensemble, créâmes de nouveaux coins et de nouveaux souvenirs. La maison, qui avait été le théâtre de tant de mensonges et de trahisons, devint à nouveau un foyer rempli d'amour authentique. Un jour, pendant que nous prenions le café dans la cuisine rénovée, Philippe me montra une lettre qu'il avait reçue. « C'est d'Henri, dit-il. »« Henri ?» Mon estomac se contracta. « Qu'est-ce qu'il veut ? » ?»« Lis par toi-même. » Je pris la lettre avec des mains hésitantes. Elle était brève. « Margot, je sais que je n'ai pas le droit de t'écrire, et je sais que cette lettre ira peut-être directement à la poubelle. Mais j'ai besoin que tu saches que je regrette. Je regrette tout ce que j'ai fait, tous les mensonges, toute la douleur que j'ai causée. Céleste et moi nous sommes séparés il y a 2 mois. Le bébé est né en août, une fille. Mais notre relation n'a pas survécu au poids de la culpabilité et de la honte de ce que nous t'avons fait. J'espère que tu as trouvé le bonheur que tu as toujours mérité. Henri. Je regardai Philippe, qui m'observait attentivement. « Comment te sens-tu » demanda-t-il. Je réfléchis à la question. « Vide » répondis-je finalement. « Je ne ressens pas de colère, je ne ressens pas de tristesse. Juste, vide par rapport à lui. » « Et c'est bien ? » ?»« Oui. Cela signifie que j'ai surmonté. » Philippe sourit et prit ma main. « Et Céleste ? As-tu eu de ses nouvelles ? » Pas directement. Mais j'ai su par des voisins qu'elle avait déménagé à Marseille. Elle élève sa fille seule. Tu as de la peine pour elle ? C'était une question difficile. Je regrette la sœur que je pensais qu'elle était. Mais cette personne n'a jamais vraiment existé, n'est-ce pas ? La vraie Céleste était capable de me trahir de la façon la plus cruelle possible. Et tu ne veux pas connaître ta nièce ? Non, répondis-je fermement. Cet enfant représente la trahison la plus profonde que j'ai jamais vécue. Je ne peux pas la regarder sans penser à ce qu'ils m'ont fait. Philippe hocha la tête, comprenant.
Il ne me jugeait pas pour ma dureté, il comprenait que certaines blessures étaient trop profondes pour être guéries par le pardon. Cette nuit-là, pendant que Philippe dormait à côté de moi, je pensais à comme ma vie avait changé complètement en moins d'1 an. J'avais perdu un mari, une sœur, et une illusion sur ma famille. Mais j'avais gagné quelque chose de bien plus précieux, moi-même de retour. J'avais aussi gagné Philippe, bien sûr. Mais cette fois c'était différent. Je n'étais pas une femme désespérée s'accrochant à n'importe quel amour qui apparaissait. J'étais une femme forte, indépendante, qui choisissait d'aimer et d'être aimée parce qu'elle le voulait, pas parce qu'elle en avait besoin. 3 mois plus tard, Philippe me fit une proposition à laquelle je ne m'attendais pas. « Margot, aimerais-tu voyager avec moi ?»« Où ?»« N'importe où. Partout. J'ai des économies, tu as ton héritage. Nous sommes libres, en bonne santé, et amoureux. Pourquoi ne pas voir le monde ensemble ?» L'idée était séduisante. Et la maison ? Nous pouvons la louer. Ou la fermer et revenir quand nous le voudrons. Margot, nous avons passé 30 ans séparés. Combien d'années nous reste-t-il devant nous ? Pourquoi ne pas en profiter au maximum ? C'était une proposition enivrante. Voyager dans le monde avec l'amour de ma vie, sans hâte, sans obligation, découvrant simplement le monde et nous redécouvrant l'un l'autre. Oui, dis-je sans hésiter. Oui, je veux voyager avec toi. 2 mois plus tard, nous étions dans un avion pour l'Italie, la première étape d'un voyage que nous prévoyions de durer au moins 2 ans. Philippe tenait ma main pendant que l'avion décollait, et je regardais par le hublot Aix-en-Provence devenir de plus en plus petite. « Des regrets ?» demanda-t-il. « Aucun, répondis-je. Pour la première fois depuis des décennies, j'ai l'impression d'être exactement là où je devrais être. » Et c'était vrai. La trahison d'Henri et Céleste, aussi douloureuse qu'elle ait été, m'avait forcé à découvrir une force que je ne savais pas posséder. Elle m'avait forcé à me battre pour moi-même, à valoriser ma propre dignité, à ne pas accepter d'être traitée comme une idiote. Plus important encore, la trahison avait libéré de l'espace dans ma vie pour que Philippe puisse revenir. Si j'étais encore mariée, vivant dans l'illusion d'un mariage heureux, je n'aurais jamais eu la chance de redécouvrir mon premier amour. Parfois, je pense à Henri et Céleste. J'espère qu'ils ont appris quelque chose de tout cela. J'espère qu'Henri est un bon père pour sa fille, que Céleste a trouvé un chemin pour être heureuse sans avoir besoin de détruire d'autres personnes. Mais principalement, je pense à comme la vie est imprévisible. À comme parfois, notre plus grande tragédie peut se transformer en notre plus grande bénédiction. À comme il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour trouver le vrai amour, pour être qui nous sommes vraiment. Aujourd'hui, pendant que j'écris ceci depuis une petite auberge en Toscane, avec Philippe lisant un livre à côté de moi et le soleil de l'après-midi entrant par la fenêtre, je peux dire avec certitude, je suis reconnaissante pour tout ce qui s'est passé. Je suis reconnaissante pour la trahison qui m'a libérée, pour la douleur qui m'a renforcée, et pour la seconde chance que la vie m'a donnée. Parce que parfois, perdre tout est la seule façon de découvrir ce qui compte vraiment. Et ce qui compte vraiment, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'héritage, ce ne sont pas les apparences. Ce qui compte vraiment, c'est l'amour véritable, le respect de soi, et le courage de recommencer, peu importe l'âge que nous avons. Voici mon histoire. L'histoire de comment j'ai découvert qu'il n'est jamais trop tard pour être vraiment heureuse. Point. Voici mon histoire. Une histoire que je pensais ne jamais raconter à personne. Mais aujourd'hui je comprends que peut-être vous, qui m'écoutez, vivez aussi quelque chose de similaire. Peut-être avez-vous aussi découvert des mensonges là où vous n'espériez trouver que de l'amour. Peut-être vous demandez-vous aussi s'il est encore temps de recommencer. Je veux que vous sachiez une chose, il l'est. Il l'est toujours. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà vécu une trahison familiale ? Comment avez-vous trouvé la force de continuer ? Votre histoire pourrait être exactement ce qu'une autre personne a besoin d'entendre aujourd'hui. Et si cette histoire a touché votre cœur d'une façon ou d'une autre, abonnez-vous à la chaîne. Ici nous partageons des témoignages réels de personnes qui, comme moi,
ont découvert que la vie peut surprendre, même à 59 ans. À la prochaine rencontre.